monsieur, cachez tout ce micro-là. C'est bon. Donc, déjà, en quelques moments passés ensemble, on a vu que la sexualité, c'est de tout genre, tout un tas de gens, tout mélangé. Et en plus, il y a des microbes. Les célèbres infections sexuellement transmissibles. Alors, elles sont dues à des pathogènes, ça c'est une banalité. Et c'est presque exclusivement des contacts entre muqueuses. Et je pense que le sujet principal à évoquer avec les personnes que l'on voit, c'est que ces infections sexuellement transmissibles, ces microbes, n'ont aucune opinion. Ils n'ont aucune opinion sur la race humaine, et encore moins sur les choix sexuels des personnes chez lesquelles ils habitent. Évidemment, dit comme ça, c'est une évidence, sauf que les gens, immanquablement, disent « mais comment je l'ai attrapé et comment je vais le dire ?» Essentiellement, comment je ne vais pas le dire. Hein, ça se passe toujours dans ce sens-là. Et on voit bien que ça bouleverse tout un tas de choses, des misérables petits microbes. On se sent toujours sali quand on a une infection sexuellement transmissible. Je mettrai à part un groupe d'homosexuels masculins qui sont très habitués à ces diagnostics et qui l'ont apprivoisé, où ça se passe plus facilement. Les femmes, quand vous leur annoncez qu'elles ont une IST, elles sont catastrophées. Et évidemment, en question de qu'est-ce qu'on dit aux compagnons et ce qu'on ne va pas dire. Donc, si on avance, les personnes qui ont des IST, je vous dis, à part ceux qui sont très habitués à ces diagnostics, ils sont mal à l'aise même vis-à-vis de nous soignants, quelle que soit notre position dans le soin, et parce qu'on rentre dans leur intimité sexuelle et on y rentre par quelque chose qui est vécu comme un échec. L'IST, ça fait tâche, quoi. Et donc, du coup, souvent, ils nous inventent des montages abracadabrants, il ou elle, de pourquoi il pourrait avoir cette infection. Moi, je souris toujours parce que quand on essaye de dire, bah, c'est un microbe, quoi. On attrape la grippe, on attrape une IST. Évidemment qu'on sait bien que puisqu'il est sexuellement transmissible, il va y avoir d'autres ressorts. Mais sur un plan technique, microbiologique, c'est pareil. Et à peu près 8 personnes sur 10 finissent par vous dire « Je vous jure, docteur, que je n'ai pas fait… » Je vous jure, mais je ne suis pas Dieu, là, tout de suite. Vous voyez bien, tout de suite, l'appel à quelque chose de quand même très stigmatisant. Alors, comment ça se transmet, une maladie infectieuse? Un peu de science, j'aime bien faire ça. Donc, le risque d'une maladie infectieuse transmettre, ça dépend du R0. Donc, c'est le nombre de nouvelles infections causées par une personne infectée dans une population donnée. On peut étudier la dissémination d'un microbe dans le groupe Sexologie sans frontières. Donc, le bêta, c'est la probabilité de transmission par contact. Une personne, un enfant qui a la rougeole, va contaminer 18 enfants. C'est le germe qui a le plus grand taux de contamination. C, c'est le nombre de contacts de la personne infectée. Christine, personnellement, je pense qu'elle a la grippe. Nous sommes 45, 50. Nous pourrons faire une étude la semaine prochaine. D, c'est la durée de la période infectieuse. Si je reprends la rougeole, c'est 4 jours avant l'éruption jusqu'à 4 jours après l'éruption. Chaque microbe a sa durée. Et donc, c'est comme ça qu'on peut calculer comment une épidémie se répand ou ne se répand pas. Donc, je vous ai donné la rougeole. Le bêta, comme je vous ai dit, la probabilité de transmission par contact est énorme. Les enfants sont en général en classe, donc le public est gigantesque. Et pour arrêter une épidémie de rougeole, il faut que 93% de la population soit vaccinée. L'Afrique a payé un lourd tribut à la rougeole, qui était une cause de mortalité infantile considérable. Le VIH. Alors le VIH, lui, il a un bêta faible. Une personne infectée par le VIH ne transmet pas si facilement que ça le virus à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on pouvait avoir vécu plusieurs années avec une personne infectée par le VIH non traitée et ne pas l'avoir attrapée. Il y a des gens qui l'attrapent le premier coup. Hein. Là, c'est l'injustice de la probabilité. Mais par contre, le VIH, il dure toute la vie, la transmission, si on n'est pas traité. Donc c'est toute la question, et Christine Katlama parlera dans les jours qui viennent de la PrEP pour justement essayer d'avancer ce risque-là.
Alors, les facteurs de risque d'acquisition d'une IST, c'est le multipartenariat. Pourquoi? Parce que vous avez plus de risques de tomber sur quelqu'un qui a un microbe. C'est tout bête. Hein. Et donc, des violences sexuelles, même si c'est des violences qui sont acceptées, voire recherchées par la personne. Les microbes se moquent complètement, que ce soit une violence voulue ou subie. L'inflammation locale au niveau des muqueuses. S'il y a une première IST, il y en aura d'autres plus facilement. Et, on en a parlé à l'instant, des stratégies d'hygiène locale. Plus les femmes lavent leur vagin, plus elles mettent des produits pour resserrer le vagin, plus elles sont à risque élevé d'IST. Le petit graphe à toute vitesse, là, c'est le risque d'infection par le VIH chez une femme qui n'est pas infectée. Eh bien, vous voyez que si c'est en bleu, violet foncé, si elle est en train d'allaiter, son risque d'attraper le VIH pour les mêmes contacts est 4 fois plus élevé que si elle n'est pas en phase d'allaitement. Et toute la grossesse est une période aussi à très haut risque d'acquisition du VIH. Ça, c'est des facteurs de risque auxquels on ne peut rien changer. Évidemment, la non-utilisation de procédés préventifs. Et ce qui a été assez marrant, c'est qu'on a vu des choses comme des germes qui n'étaient pas pour nous infectiologues des infections sexuellement transmissibles, comme une épidémie de méningocoque, des épidémies d'hépatite A, des épidémies de Mpox, qui sont devenues des infections sexuellement transmissibles exclusivement par des proximités absolument massives lors de fêtes. Un petit clin d'œil, on avait bien ri avec ça. On découvre chez un patient n'ayant jamais quitté la France une amibiase hépatique, il n'y a pas d'amibiase en France. Mais en fait, ce patient était un adepte du baiser du colibri, donc c'est l'anulingus, avec une partenaire qui elle-même venait d'une zone d'endémie. Il a fallu un moment pour éclaircir l'affaire. Alors, les grandes IST virales dans le monde, je vais vite. En haut, c'est l'épidémie VIH que vous connaissez tous, avec des continents très très marqués. Et quand même maintenant une extension récente dans les pays de l'Est, d'Asie. En bas, à votre gauche, c'est le papillomavirus. Alors sur ce graphe-là, ce n'est pas les cas de personnes infectées par le papillomavirus, c'est la prévalence des cancers du col de l'utérus liés au papillomavirus. Et vous voyez qu'une nouvelle fois, le continent africain paye très très cher cela. Et la troisième épidémie, qui est la plus grande IST du monde, c'est l'hépatite B, avec la répartition, où là, vous voyez, il y a quand même plusieurs continents qui payent double, voire triple prix. Ce graphe, juste pour un peu d'enthousiasme, c'est la vaccination contre le papillomavirus. Je trouve un modèle élégant de le montrer. C'est une étude suédoise où les jeunes filles sont vaccinées maintenant depuis longtemps. Elles sont vaccinées avant 17 ans. Et là, on est quand même vacciné avant 17 ans. Et là, vous avez, c'est l'âge en bas, entre 25 et 30 ans. Et vous voyez que celles qui ont été vaccinées avant 17 ans, eh bien, il n'y a pas d'acquisition, on ne voit pas de cancer du col utérin. Celles en rouge, celles qui n'ont pas été vaccinées, vous avez la courbe naturelle du cancer du col de l'utérus. Et le truc quand même enthousiasmant, c'est que le rattrapage vaccinal pour celles qui n'ont pas été vaccinées enfants diminue de moitié le risque de cancer du col de l'utérus. La syphilis, je crois que c'est ma dernière dia. Juste un petit mot, c'est pas facile, sur le plan clinique, c'est pas facile. La bonne solution, c'est de la rechercher. Et surtout, il y a un focus mondial sur la syphilis congénitale qui augmente considérablement dans le monde. Ça augmente considérablement aux États-Unis. D'un coup, ils prennent peur de la syphilis, alors que pour eux, ce n'était pas un sujet. C'est absolument dramatique pour l'enfant à naître. Le plus souvent, on ne peut pas naître. Et ceux qui naissent quand même vont avoir des dégâts. Et donc, l'objectif OMS 2030, qui va être normalement fait pour le monde entier, c'est dépistage couplé VIH, VHB, syphilis à toutes les femmes enceintes. Je pense que c'était ma dernière.